Méditerranéo se déplace pour commencer cette semaine à la frontière entre la Tunisie et la Libye, devenue depuis 2011 le lieu de nombreux trafics. Direction ensuite le Pays Basque à la rencontre des artisans du Manifeste pour la paix. En Italie, une découverte du Stromboli, volcan le plus actif d'Europe. Enfin, la séquence Mémoire nous conduit en Albanie, où une famille tzigane avait perpétué les traditions musicales. C'est devenu le lieu de tous les trafics. La frontière entre la Tunisie et la Libye est longue de 459 km. En 2011, de nombreux Libyens se sont réfugiés en Tunisie et des terroristes tunisiens se sont cachés, eux, en Libye. Après l'attentat du Bardo en 2015, la Tunisie a renforcé la sécurisation de la frontière. Nous sommes à 8 km de la Libye, au point de contrôle de la garde nationale tunisienne, sur l'unique route qui mène au poste frontière de Ras Djedir. Les gardes passent certains véhicules au peigne fin. Depuis la chute de Kadhafi en 2011, les armes circulent de façon anarchique en Libye. C'est pour combattre l'entrée des armes dans les voitures libyennes en Tunisie et pour combattre la contrebande en général. Jusqu'à 5000 véhicules passent ici chaque jour et la contrebande va bon train. Médicaments et produits alimentaires de Tunisie vers la Libye, armes, essence et cigarettes dans l'autre sens. Les saisies sont quotidiennes, mais c'est cette économie parallèle qui fait vivre la région. Une nouvelle nuit de travail pour les hommes de la garde nationale de Ben Guerdane. En 2016, des terroristes venus de Libye se sont attaqués à leur caserne. 49 djihadistes ont été tués, ainsi que 13 membres des forces de sécurité. Ce soir-là, notre patrouille emprunte le chemin des terroristes. Quand vous dites chemin des terroristes, c'est ceux de 2016 qui l'ont utilisé? Oui, c'est ça, par 2016, par ici. Au bout de 45 minutes de piste, en plein désert, ils installent un piège pour stopper les contrebandiers. Cette fois-ci, l'attente dans la nuit sera vaine. Mais ces 2 dernières années, cette équipe a intercepté 35 véhicules. Depuis la mise en place du fossé de séparation entre la Libye et la Tunisie, le trafic s'est réduit. Il reste cependant quelques passages encore ouverts, au sud-ouest, dans le gouvernorat de Tataouine. Après l'attentat du musée du Bardo en 2015, la Tunisie a employé les grands moyens pour empêcher les terroristes d'entrer dans le pays. Un fossé est creusé sur une partie des 459 km de frontière. Des obstacles sont mis en place dans certaines zones et des milliers de militaires contrôlent la région. L'enjeu est d'importance. Environ 1500 Tunisiens radicalisés auraient trouvé refuge en Libye. Mais aujourd'hui, ce sont surtout des migrants qui franchissent la frontière à pied pour fuir leurs terribles conditions de vie en Libye. Il y a des tentatives d'infiltration et l'armée récupère ces éléments en collaboration avec nos collègues. Oui. Et ça arrive de plus en plus souvent ces derniers temps? Bon, oui. Ces migrants sont ensuite dirigés vers le centre d'accueil du Croissant Rouge de Mednine, le chef-lieu du gouvernorat. Il en arrive tous les jours, et leurs récits font penser à des évasions minutieusement préparées, comme pour ce pêcheur égyptien, maltraité et exploité par son employeur libyen. J'ai mis un peu plus d'essence dans mon bateau en me disant que le seul pays qui peut me donner la sécurité et me sauver, c'est la Tunisie.
Et j'ai traversé la frontière. Ils viennent de Guinée-Conakry, du Mali, de Côte d'Ivoire, partis en Libye dans l'espoir de gagner l'Europe par la mer et très vite confrontés à une violence inouïe. Dans le territoire libyen, je me suis fait d'abord kidnapper par 3 hommes armés. Ils vous demandent de l'argent en devise. Ils vous effrayent, ils vous giflent. J'ai fait 4 jours, 4 jours, on m'a enfermé en prison. Donc ils ont dit que chacun paye 500 000 CFA. Donc si tu n'as pas les moyens, tu dois rester. Donc nous on a fait à peu près 7 mois. Bella est nigériane. Rescapée d'un naufrage, elle est arrivée ici avec son bébé issu d'un viol en Libye, où elle a été forcée à se prostituer. Je veux l'asile politique pour qu'il puisse me donner la totale sécurité dont j'ai besoin. J'ai vraiment besoin de me reposer parce que je ne sais plus où j'en suis. Je suis désespérée. Je ne peux pas rentrer dans mon pays. Je n'ai pas de parents, pas de père, pas de mère. Juste mon enfant qui n'a pas de père. Je suis désespérée. Les bénévoles du Croissant Rouge tentent de raccommoder ces vies brisées avec de l'écoute, des soins, la nourriture et l'hébergement, mais aussi un accompagnement pour la suite. Vous allez donc au consulat, vous leur dites le cas. Voilà, je suis arrivé de Libye, on m'a pris mon passeport, j'ai pas de... Et vous leur demandez de préparer le document de voyage pour un retour volontaire. Je suis fatigué de ce qui s'est passé en Libye. Ouais, je vais me libérer la tête. Mais là, tu es en Tunisie, tu as... Oui, ça, mais bon. Estime-toi heureux, là. Oui, je suis heureux. Un bon, pays de droit, il n'y a pas de... Oui, ça, je suis en sécurité, je suis en liberté, là, mais bon, je vais rentrer. Il n'y a pas beaucoup de gens comme toi, là, qui veulent revenir de... En début d'année, le Croissant Rouge prévoyait l'accueil d'une centaine de migrants. Ils sont 250 aujourd'hui. Dernièrement, donc, suite au blocage donc, du passage de la Libye vers l'Italie, on a constaté une recrudescence des gens qui arrivent vers la Tunisie, qui demandent la protection. Hein. C'est des gens donc, qui ont pu fuir certains centres ou des prisons, à Sabrata, à Zaouia, etc., et qui sont arrivés donc, par voie terrestre. D'autres n'ont pas eu cette chance. Fauchés en pleine mer dans leur traversée vers l'Europe, ils reposent dans ce cimetière improvisé près d'une décharge de Zarziz. C'est une dame avec son bébé, là. Des 72 cadavres enterrés ici, un seul a été identifié, celui de Rosemary, une Nigérienne. C'est Chemseddine Marzoug, ancien pêcheur et bénévole du Croissant Rouge, qui donne une sépulture à ces noyés. On est là, le Croissant Rouge, pour enterrer les gens en dignité, avec un grand respect. On ne peut pas faire autrement. C'est notre devoir de la dignité. On respecte ces gens-là. Parce que déjà, ils n'ont pas de famille. Même leur famille, ils disaient qu'ils sont vivants peut-être en Europe, ils attendent une lettre ou une petite somme d'argent pour améliorer leur vie. C'est lui qui récupère les corps échoués, les transporte à l'hôpital, puis revient ici, les mettre en terre. Bon, il te reste combien de places ici? Bon, pas grand-chose, hein, ici. Une place, peut-être on ajoute 2. On peut encore ajouter 2. À quelques kilomètres de Zarziz, le Croissant Rouge espère pouvoir acheter ce terrain pour y faire un nouveau cimetière. C'est un rêve pour nous de finaliser un projet de cimetière qui soit dans les normes. C'est des gens comme vous et moi qui avaient des rêves, qui voulaient arriver en Europe, faire une vie, être mieux. Mais malheureusement, le destin a fait autrement. Et leur cadavre est donc sur les plages. Ces plages que Chemseddine Marzoug arpente au quotidien, avec la crainte de retrouver de nouvelles victimes. C'est touchant, c'est triste. Cette année 2017, on a trouvé sur ce golfe de Zarziz 73 cadavres, entre femmes et hommes et enfants, 2 enfants. Et la plupart, cette fois-ci, c'est un peu des femmes plus que des hommes. Chemseddine scrute les vents, les courants, qui pourraient ramener vers lui une partie des 4000 migrants noyés dans cette partie de la Méditerranée en 2017.
Au Pays Basque, les artisans de la paix souhaitent la poursuite du processus. En avril 2017, des milliers de personnes s'étaient réunies à Bayonne pour célébrer le désarmement de l'ETA. L'organisation clandestine avait déjà renoncé à la violence depuis 2011. À 65 ans, Michel, agriculteur aujourd'hui à la retraite, affiche toujours la même passion pour sa terre du Pays Basque. Dans l'exploitation familiale, son aide reste précieuse. Il s'est toujours battu pour défendre ses valeurs. Sur un plan professionnel, ce militant de la Confédération paysanne a réussi avec d'autres à créer et imposer une chambre d'agriculture alternative au Pays Basque Nord. Sur un plan plus personnel, il a été l'un des artisans les plus actifs du manifeste pour la paix du mois d'avril 2017. Un mouvement populaire venu saluer alors le dépôt des armes de l'ETA. Aujourd'hui, pour Michel, le compte n'y est pas. Plus de 6 mois après cet acte politique majeur, rien ne semble véritablement bouger. Quand l'ETA a fait de façon unilatérale le geste de laisser les armes définitivement, les États français et espagnols n'ont pas saisi, ont continué comme si de rien n'était à appliquer des politiques de répression, d'arrestation. Et j'ai considéré, mais pas seul, j'ai considéré que c'était une situation extrêmement risquée, qu'une paix qui se bâtit sur la victoire des gagnants contre la défaite des perdants, c'est la pire des victoires. C'est la pire des victoires parce qu'elle est semée de graines qui un jour repoussent et qui chercheront à rétablir un minimum de dignité. Et puis je considère que la paix, c'est pas l'absence de violence. La paix, ça se construit. La paix, c'est traiter et mettre sur la table l'ensemble des conséquences du conflit. Bayonne, le 8 avril 2017. 20 000 personnes dans la rue pour saluer le geste unilatéral de l'ETA qui dépose ce jour-là les armes officiellement. Un manifeste pour la paix qui réunit des citoyens de tous bords politiques. C'est cette société civile et non pas les États espagnols et français qui est à l'origine de cette journée historique. Certaines personnalités se sont aussi fortement impliquées pour la réussite de cette manifestation populaire, à l'image du maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, qui a soutenu cette démarche citoyenne dès le premier jour. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est aussi une étape de l'histoire. Ce n'est pas seulement le fait que l'ETA ait déclaré le cessez-le-feu, c'est le fait que l'ETA ait finalement rendu possible la restitution de l'ensemble de ses armes, c'est-à-dire donc le démantèlement de l'arsenal. Le sort des prisonniers, cela vous préoccupe toujours? Le sort des prisonniers est notre préoccupation de l'instant. Nous avons des rencontres qui sont organisées depuis quelques semaines avec le nouveau gouvernement. Je vais, avec d'autres personnes, rencontrer la ministre de la Justice pour discuter de la situation des prisonniers, puisque désormais, si les délits et les crimes politiques n'existent plus, et ne sont que jamais des délits et des crimes de droit commun, ce qui est tout à fait anormal, c'est que dans ce pays, le régime des peines est encore un régime politique. On recense aujourd'hui 308 prisonniers basques, 240 en Espagne, 68 en France. Le rapprochement auprès de leur famille reste le dossier prioritaire pour tous les défenseurs de ce manifeste pour la paix. Avec l'association Arera, Guy Moesca se bat au quotidien pour améliorer leur situation, à l'image d'Unai qui passe sa jeune vie sur les routes. J'ai 23 ans et mon père est incarcéré depuis maintenant 26 ans à Murcia. Murcia, qui est une prison qui se situe à 870 km de Bayonne. Alors comme tu disais, double peine, pourquoi? D'un côté économique, parce qu'un voyage en moyenne ça coûte dans les 300 €. Une visite c'est 1h30 de parloir. Mais il faut calculer à peu près 2-3 jours de voyage, parce que c'est très loin. Et psychologique, parce que bon, moi j'ai pas connu mon père en dehors de prison. J'ai été élevé par ma mère et par mes grands-parents. Et on peut dire que c'est assez compliqué quand on est enfant de prisonnier parce qu'on n'a pas forcément mérité ça. Et moi, ce qui me fait avancer, c'est qu'on a réussi pour la première fois de l'histoire du conflit basque de démarquer les deux États, l'État français et l'État espagnol. Et ça peut être quelque chose de très intéressant parce qu'on sait très bien que s'il y a des avancées au niveau de l'État français,
Il y en aura forcément au niveau d'État espagnol. Gabi Moesca est un ancien membre actif de l'organisation Iparetara qui a revendiqué de nombreux attentats au Pays Basque Nord. Il a payé lourdement son engagement politique en passant 17 ans de sa vie en prison. Pour cette association, le dépôt des armes unilatéral de l'ETA n'a toujours pas été salué comme il se doit. Tout le monde est d'accord sur le fait que c'est la question du sort des prisonniers qui est à mettre sur la table en toute urgence. Je vous rappelle que l'ETA a prononcé la fin de sa lutte armée déjà il y a 6 ans. C'est beaucoup, 6 ans dans la vie d'un homme ou d'une femme, et particulièrement d'un homme ou d'une femme qui est au fond de sa cellule. Donc aujourd'hui, effectivement, le temps est compté. Le temps est venu de finir avec ce cycle de répression réelle subi par des centaines de prisonniers et des milliers de membres de familles. Pour mettre fin au conflit basque, l'Europe aurait également une carte à jouer. C'est du moins le souhait exprimé ici. Comme pour l'implication de Bruxelles lors de la mise en place d'une paix durable en Irlande. C'est une des pistes défendues par Anaïs Founos, la présidente de ce mouvement pour la paix. Elle a aussi travaillé avec le pasteur Harold Good qui a contribué au désarmement de l'Iran en Irlande. Je crois qu'ici, tout le monde a envie que l'Union européenne mette son nez dans tout ça, parce qu'on l'a vu, notamment dans le conflit nord-irlandais. Il a su apporter son soutien au processus de paix, il a su mettre en place des missions, sur tous les aspects, des financements pour aider à ce processus de paix. Et aujourd'hui, ici, on fait comme si que rien ne se passait, on fait comme si que rien n'avait existé. La situation au Pays Basque est suivie de près dans beaucoup de pays. L'identité, les racines culturelles, le poids de l'histoire, autant de faits politiques que l'on retrouve notamment en Méditerranée et en Corse en particulier. La Méditerranée, c'est aussi, de manière, je dirais, redondante, la question des peuples sans État. On n'oublie pas la Palestine, on n'oublie pas les Kurdes, on n'oublie pas la Kabylie, on n'oublie pas ce qui s'est passé au tout début des années, en fin des années 90, début des années 2000, dans l'ex-Yougoslavie, où c'était la même problématique qui était posée, celle effectivement de peuples qui revendiquaient effectivement un nouvel espace politique et qui a dégénéré en guerre. Et là-dedans, ce qui nous inquiète, c'est de voir que systématiquement, eh bien, l'Europe est taisante. Est-ce que l'Europe peut être taisante alors qu'on assiste à des atteintes aux droits de l'homme évidentes? Peut-on arrêter des centaines d'élus, par exemple, comme en Catalogne, sans réagir? Peut-on enfermer une population comme à Gaza, par exemple, sans réagir? L'Europe se tait sur ce qui constitue ses fondements, c'est-à-dire la paix et les droits de l'homme, et ça, effectivement, ça n'est pas raisonnable. L'histoire nous le rappelle trop souvent. Faire la paix est beaucoup plus difficile que faire la guerre. Au regard du passé tourmenté du Pays Basque ces dernières années, la mobilisation de l'ensemble des bonnes volontés pour une véritable écoute doit rester une priorité pour tous. C'est le volcan le plus actif d'Europe. Au nord de la Sicile, le Stromboli se trouve sur l'île du même nom. Avec ses explosions spectaculaires, il attire des touristes du monde entier. Et pendant que les visiteurs le contemplent, les autorités italiennes le surveillent de très près. Ça commence comme un voyage. Portés par les flots et la rêverie, 2 longues heures s'écoulent avant qu'apparaissent enfin les rives de l'île de Stromboli. Stromboli, scalo di Stromboli. Avec ses coquettes maisons en pierre, son petit port de pêche et sa végétation luxuriante, Stromboli ressemble au village des îles alentours. Et pourtant, il a bien davantage à offrir aux visiteurs. Dans les méandres de ces ruelles étroites, des randonneurs venus des 4 coins de la planète. Tous ont entendu parler de lui, de sa force et beauté qu'on dit sans pareil. Le Stromboli, volcan qui surplombe le village, fascine. Je pense que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Tu t'attends à quoi? À voir des explosions. Tous les soirs, tels des pèlerins, des groupes de curieux partent à la rencontre du maître des lieux. Ça se mérite une montée au Stromboli alors? Oui. Vous verrez, le sentier est quand même raide. Et quand même, il faut avoir un peu de morale aussi.
Niché à près de 1000 mètres d'altitude, le clou du spectacle ne s'offre qu'aux plus persévérants. Avant de se dévoiler, le volcan vous met à l'épreuve. Les sentiers escarpés qui mènent à lui achèvent de décourager certains. Laura, c'est Paolo. J'ai une personne du groupe qui a abandonné. Elle est à 200 mètres d'altitude. La première partie du sentier, c'est la plus raide. C'est celle-là, puis c'est un peu plus chaud, un peu plus humide. Donc c'est normalement ici que tout le monde, s'il a des problèmes, il les a là. Pour les autres, la quête va se poursuivre pendant encore 2 heures. Ceux qui ont daigné prendre de la hauteur, le Stromboli a su les récompenser. À peine arrivé au sommet, et déjà une première explosion. Une deuxième, une troisième. En tout, notre groupe en aura contemplé 6. Je pense que c'est une chose à faire au moins une fois dans sa vie. C'est tellement beau qu'on reviendrait bien 2 nuits d'affilée. Je reviendrai dès demain, moi. Les spécialistes vous expliqueront que les explosions sont dues à la remontée de poches de gaz, des feux d'artifice venus des tréfonds de la Terre. Des jets d'autant plus majestueux qu'ils sont accompagnés de ce grondement sourd. Un instant étourdissant de beauté, presque irréel. Combien de fois vous êtes monté au sommet du Stromboli? À peu près 200. Mais c'est toujours un spectacle tellement qui change tout le temps et c'est quand même tellement beau que voilà, c'est toujours un plaisir. L'activité du Stromboli est sous haute surveillance, 24 heures sur 24. À Catane, en Sicile, dans ce centre de recherche en volcanologie, Salvatore Giamanco est face à un étrange dilemme. Chargé de prévoir les explosions les plus dangereuses, il ne cache pas sa satisfaction quand enfin il se passe quelque chose de grand. Pour nous, chaque éruption, c'est une occasion pour apprendre, pour mieux comprendre le volcan. J'ai vu ma première éruption à l'âge de 7 ans, donc c'est quelque chose qui est dans mon sang. Avec le Stromboli, il entretient une relation fusionnelle. Pour avoir eu le privilège de l'approcher le temps d'une nuit, on comprend largement pourquoi. Direction l'Albanie pour la séquence mémoire aujourd'hui. En 2001, nous avions rencontré une famille tzigane qui perpétuait une des musiques les plus riches des Balkans, une occasion d'exprimer des sentiments parfois très douloureux. Fatmir est le cadet des Lela, grande famille de musiciens tziganes d'Albanie, un des groupes qui perpétue l'un des folklores les plus riches des Balkans. Fatmir, le joueur de luth, s'est inventé un studio sur son balcon. Ça, c'est la façon de jouer à Sulova. C'est ainsi qu'on exprime les douleurs les plus fortes, lorsqu'on pleure un mort ou lorsqu'on honore les disparus. Ce genre de musique ne se joue plus de nos jours. Avec la mort de Choban, on ne l'interprète plus. Choban, mon frère, a été et reste un clarinettiste dont le monde entier se met à parler. Choban, mort en 1994, n'était pas seulement soliste d'exception. Il était aussi le guide spirituel des Lela.
Mislim, le violoniste, a repris le flambeau. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. À bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.